1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, je ne suis pas seule mais accompagnée de Monsieur Fissot. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors, Patrick Fissot, je suis prof d'histoire au lycée de 40 ans depuis plus de 25 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc, petite dédicace à tous ceux qui m'ont suivi depuis 1999. Et sinon, je suis cofondateur du Normandie Victory Museum, donc un musée qui est consacré à la Seconde Guerre mondiale et qui est installé depuis 2017 à la périphérie de 40 ans, sur la commune de Caen, qui fait partie de 40 ans les Marais. Mais du coup, comme vous l'avez parlé, vous êtes cofondateur d'un musée. Et quelles sont vos tâches précisément au sein de ce musée ? Alors oui, cofondateur, donc on est trois créateurs derrière. Hein. Il y a donc, je reviens un peu là-dessus, il y a donc Christophe Bossir qui est le propriétaire des murs, le propriétaire des collections et qui est le principal partenaire de notre projet, plus Nicolas Bellet également, qui est collectionneur comme moi, passionné par la Seconde Guerre mondiale, qui lui est expert comptable. Donc on a chacun nos métiers à l'extérieur, à part entière. Et en dehors de ça, donc on s'est réunis autour d'une passion qui est la Seconde Guerre mondiale et la volonté de transmettre l'histoire de notre patrimoine local à tout le monde. Donc moi, les tâches, je dirais que je fais un peu de public relation, quoi, on va dire, parce qu'en gros, moi, là, je suis bénévole, j'ai pas d'activité, on va dire, rémunéré dans le cadre du musée. Moi, je vais faire des présentations du musée. Des fois, pour faire plaisir à des gens, je vais faire des visites guidées. Mais sinon, je suis plutôt en charge des collections, c'est-à-dire que comme je suis le principal collectionneur, propriétaire des collections dans le musée, on va souvent me trouver dans le musée à modifier un mannequin, à rajouter un truc dans une vitrine, à retirer... Enfin bon, bref, voilà, c'est plutôt les activités de type... muséographie, réflexion sur l'organisation des scènes et tout un tas de choses dans ce genre-là. Puis à côté, j'ai bien sûr la passion qui est la recherche historique. Donc là, évidemment, mais ça, on le voit pas, quoi. Ça, c'est un peu en off, quoi. Comment vous est venue l'idée de créer ce musée ? En fait, moi, c'est apparu il y a déjà très longtemps que j'ai commencé à collectionner les objets de la Seconde Guerre et de la Première Guerre mondiale dans les années 88, 9 dans ces eaux-là, donc voilà, ça date. Et puis j'avais monté plusieurs grosses expositions temporaires, notamment sur la ville de Coutances. Donc à chaque fois, sur une quinzaine de jours, on accueillait 7-8 000 personnes. À chaque fois, tout le monde nous disait c'est génial, il faudra en faire un musée permanent. Donc au bout d'un moment, ça fait réfléchir. Et le fait de retrouver donc mon ami Nicolas Bellet, qui lui travaillait sur Paris, mais avait décidé de revenir en Normandie pour monter un cabinet d'expertise comptable, c'est le hasard des rencontres. Hein. On s'est retrouvés alors que, on n'était pas perdu de vue, mais on se voyait un peu moins souvent. Et on a commencé à échanger sur l'éventualité de monter un musée. Bon, très bien. Et puis, on était parti sur un projet dans le Sud-Manche avec la communauté de communes d'Avranches, avec David Nicolas. Le souci, c'est qu'on ne trouvait pas la surface dont on avait vraiment besoin. Et en fait, c'est la rencontre avec Christophe Bossir qui a été déterminante parce que lui, donc, était propriétaire d'une surface considérable et il était persuadé qu'il y avait un lieu de mémoire à développer ici, enfin, ou du moins un lieu consacré à la mémoire à développer ici. Et c'est comme ça que le partenariat est né. Donc, c'est une affaire de passionnés, de collectionneurs. Et ensuite, ça devient une affaire économique à part entière, quoi, parce que il faut du personnel pour gérer tout ça. Nous, on s'est occupé donc de la mise en place des collections, de la présentation des collections. Mais ensuite, on confie l'activité à des professionnels du tourisme, quoi. Et en créant du coup ce musée, quels étaient vos objectifs premiers ? Le but, c'était de faire connaître principalement la guerre des haies. Autrement dit, toute la période qui va aller de la mi-juin à la mi-juillet 44. Hein, globalement, on s'était aperçu, nous, que dans le secteur ici, le secteur historique des plages du débarquement, donc on raconte, bien entendu, le débarquement, on raconte l'épopée des parachutistes, mais à aucun moment, on ne parle vraiment de ce qui se passe ensuite. Globalement, une fois que 40 ans est libéré, on va dire 12-13 juin, qu'est-ce qui se passe ? Là, les troupes américaines vont rentrer dans le bocage et vont être confrontées donc, à un ennemi qui est particulièrement combatif. Et il y a un chiffre pour essayer d'illustrer les choses. Le 6 juin 1944, globalement, on a aux alentours de 4000 pertes, si on arrondit, hein, on est aux alentours de 4000 pertes. Donc on sait tout ce que le cinéma en a fait, on sait tous les récits, tout ce qui a été raconté sur le 6 juin. La guerre des haies, c'est 4000 pertes par jour.
Et on en parle très peu. Donc nous, on s'est dit, il faut rendre hommage à ces soldats qui sont morts pour notre liberté. Donc il faut raconter leur histoire, il faut faire connaître aux gens toute cette période qui va permettre la libération de toute la Normandie. Donc c'est notre démarche de départ. Oui, donc faire connaître la bataille des... Oui, absolument. Okay. Et du coup, à l'heure actuelle, est-ce que ces objectifs ont été atteints ? Ah bah oui, parce qu'on a vu déjà donc la fréquentation de notre musée augmenter considérablement entre la première et la 9e année, puisque là c'est la 9e année, on fêtera les 10 ans du musée l'année prochaine. Donc déjà en termes de fréquentation, oui, on a vu la fréquentation augmenter. Ensuite, en termes de notoriété, on a vu le musée être de plus en plus connu. On s'en rend compte vraiment là depuis, on va dire, 2 ou 3 années. Bon, on a fait les frais du Covid, mais ça c'était autre chose. Et globalement, on est, j'ai envie de dire, sans être prétentieux, connu et reconnu pour ce qu'on présente, et d'une pour la démarche historique, et deux pour les collections, pour la qualité de l'accueil. Enfin, il suffit d'aller sur tous les moteurs de recherche, sur tous les générateurs d'avis, et globalement, on est quand même plutôt pas mal noté, ce qui fait plaisir. Ça veut dire qu'on fait notre travail, et puis que notre travail est reconnu, quoi. Oui, c'est ça. Et on va parler maintenant événements. Est-ce que vous en avez en cours ou en préparation actuellement ? Ah, toujours. Nous, toujours. D'une année à l'autre, il y a toujours du renouvellement. Alors déjà, donc à l'interne, dans le musée en lui-même, d'une année à l'autre, on renouvelle une scène ou deux, par exemple. Donc on a à peu près on a 130 mannequins, on a une vingtaine de scènes, une quinzaine de véhicules. Donc tout ça est remanié. Ça dépend des années, ça dépend des choix qu'on peut faire, et puis des opportunités qu'on peut avoir de découvrir de nouveaux objets ou alors d'avoir des choses en prêt ou des choses comme ça. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, tous les ans, on fait une exposition temporaire. Donc on a fait, par exemple, il y a 2-3 ans, on avait consacré l'exposition temporaire, c'était 2023, à Jean Gabin dans la Seconde Guerre mondiale. 2024, on a fait une exposition qui là était consacrée au parcours des soldats américains en 1944, les histoires personnelles de chacun. 2025, on était sur une exposition consacrée à la jeunesse, à l'embrigadement de la jeunesse. Et là, 2026, on prépare une exposition qui va ouvrir, là, on est début mars, donc ça va ouvrir à la fin mars, début avril, sur la propagande et la fiche de guerre. Donc globalement, la guerre s'affiche et la fiche de guerre. J'ai cru comprendre que bientôt, enfin en tout cas dans la journée, il y allait avoir une sorte de mini-événement autour de la machine Enigma. Donc... oui, parce qu'on a cette particularité, on est un des seuls musées dans le secteur à avoir une machine Enigma, donc une machine à chiffrer et à coder les messages utilisée par l'armée allemande. Donc cette machine a été découverte en 2004 dans le centre-Manche, dans la région de Coutances. Et dans un premier temps, donc elle n'était pas fonctionnelle, mais grâce à un ami alsacien qui est Edmond Kern, qui est lui aussi propriétaire d'une machine, mais en fonctionnement, j'ai été mis en contact avec une multitude de gens qui m'ont permis de mieux comprendre comment ça fonctionnait, parce que c'est très très technique. Et ensuite, ça a généré l'intérêt de l'ESIX, qui est donc l'école d'ingénieurs de Cherbourg, lesquels m'ont contacté en me disant « mais on pourrait monter un partenariat pour travailler sur cette machine », c'est-à-dire initier des jeunes étudiants à la technologie d'Enigma, donc à une technologie qui date des années 40, mais qui est encore relativement moderne aujourd'hui, puisque c'est finalement à la base de tous nos ordinateurs, et ensuite participer à la restauration de la machine. Donc là, on va pouvoir les rencontrer. Il y a une petite équipe d'étudiants qui sont en train de travailler sur la dernière phase, finalement, c'est-à-dire le câblage électrique. Alors, c'est pas très, très passionnant en soi, mais c'est une étape pour arriver jusqu'au fonctionnement de la machine. Et on espère que pour les 10 ans du musée, la machine sera fonctionnelle et qu'on pourra s'amuser, entre guillemets, à faire des échanges entre une machine qui serait en extérieur, qui coderait un message pour un groupe de gens, et un autre groupe de gens qui serait dans le musée, qui décoderait le message ou quelque chose dans ce genre-là. Donc oui, le mini-événement, en quelque sorte, part d'un partenariat avec Cherbourg, du coup. Voilà, oui, c'est ça. Ça va être un événement pour vous qui allez le voir. Mais ça, c'est tout ce qui se passe justement en off, à l'interne. Ça, on ne le voit pas beaucoup. On essaye de les mettre en avant, nous, lorsqu'on fait des événements autour d'Enigma, en insistant sur le fait qu'il y a un partenariat avec l'école d'ingénieurs pour justement faire connaître l'école et puis montrer ce qu'on est capable de faire, quoi. Parce que c'est vrai que pour un étudiant, dans son parcours professionnel, avoir dans le CV, voilà, j'ai participé à la restauration d'une machine Enigma, c'est autre chose que de dire j'ai fait un stage de 15 jours dans telle entreprise et puis j'ai manœuvré des palettes, quoi. C'est pas du tout pareil. Meanwhile. Alors bonjour, nous nous retrouvons. Je m'appelle Léna Marion et comme énoncé auparavant, nous allons pouvoir observer la machine Enigma et rencontrer des jeunes étudiants qui travaillent dessus.
Donc je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Bonjour, moi c'est Cédric, je suis le responsable électrique du projet. Et- Bonjour, moi c'est Maria, donc je fais la partie tout ce qui est organisation, les rendez-vous avec les musées, tout ça. Donc et je travaille aussi sur la partie mécanique du projet. Bonjour, je suis Safa, je suis élève ingénieur de l'école supérieure d'ingénieurs de la Normandie et on est là pour travailler sur le projet Enigma. Et là, je suis responsable de la partie mécanique. Donc, comment ce projet s'est un peu monté? Est-ce que c'est votre école qui a mis en avant ce projet ou c'est plutôt une chose individuelle? Vous avez eu envie de travailler sur une machine aussi emblématique pour le coup. Comment ça s'est un peu organisé? Comment ça s'est créé? Alors on nous a proposé plusieurs projets. Donc après avoir lu le descriptif de ce projet, donc ça, je me suis dit ça c'est vraiment pas mal comme projet. On touche la partie tout ce qui est histoire, tout ça c'est vraiment intéressant. Et pour nous, comme on vient de l'école d'ingénieur, donc on fait la partie mécanique, partie électrique, donc c'est assez large au niveau de, donc c'est pluridisciplinaire, donc on touche un petit peu de tout. Et voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cédric. Oui, et aussi on a opté pour ce projet, surtout pour le côté historique, car grâce à ce projet, on allait essayer de découvrir aussi l'histoire et acquérir aussi une certaine expérience sur une machine qui date de l'Antiquité. C'est un peu ça le but de notre projet. Et alors, comment ça se passe? Est-ce qu'au préalable, il y a eu un travail de préparation? Parce qu'on est quand même sur une machine assez ancienne, peut-être des choses plus sensibles que d'autres. Est-ce que vous avez dû vous préparer, vous entraîner, faire des recherches? Je ne sais pas trop. Eh bien oui, ce projet, ça date de 2 ans, 3 ans avant, parce qu'il y a beaucoup des étudiants et des groupes qui ont travaillé là-dessus. Vu que notre parcours, c'est en 3 ans, du coup, chaque groupe, il n'a pas eu l'opportunité de faire tout, puisque la machine, au début, il était vide, il était presque vide, et il fallait refaire plusieurs parties, comme par exemple les rotors là, les touches et tout. Du coup, il fallait refaire pas que la partie mécanique, mais aussi la partie électrique et tout. Du coup, il fallait tout refaire. Il fallait même faire une conception en CAO pour travailler chez nous, parce que nous, on vient de Cherbourg. Et du coup, pour faire les allers-retours à chaque fois, c'est pas évident. Et du coup, voilà, il fallait beaucoup de préparation et de travail à l'avance. Et comme aujourd'hui, enfin, avant de venir, il fallait préparer et fabriquer ces pièces chez nous. Et vient ici juste pour le montage. Du coup, oui. Ok. Et vous, à titre personnel, est-ce que c'est un projet qui vous passionne, peut-être un peu stressant, beaucoup de responsabilités? Je ne sais pas trop comment vous gérez ça. Est-ce que tout se passe bien pour le moment ou vous avez dû faire face à des imprévus et devoir gérer tout ça? C'est normal, on a dû faire face à beaucoup d'imprévus, notamment pour le côté historique de la machine, parce que la plupart des pièces sont sensibles, il faut vraiment faire attention. Et aussi, le système de la machine date de l'Antiquité, ce qui n'est pas totalement net avec le système qu'on rencontre aujourd'hui. Du coup, ça nous permet aussi de faire beaucoup de recherches, de cultiver aussi nos sens de développement et surtout nous permettre aussi d'étudier et d'avoir certaines notions de ce qui s'est passé au cours de cette période, surtout pour le côté technique de la machine. Eventually. Et pour finir, est-ce que vous avez de nouveaux objectifs pour les années suivantes? Développer le musée, faire de nouvelles expos temporaires tout aussi sympas, puis faire partager notre passion à un maximum de gens, que ce soit des passionnés de la période ou que ce soit au contraire des novices, des gens qui sont simplement venus parce qu'ils ont entendu parler et qui vont comme ça découvrir la guerre des haies et comprendre que la guerre, ça a commencé. Enfin, la guerre. Les combats à Lyon-Débarquement ont commencé le 6 juin, mais ils ne sont pas arrêtés le 6 juin au soir, ils finissent seulement
aller au 21 août. Donc il s'est forcément passé des choses entre deux, c'est ce qu'on essaye de raconter. Eh bien, je vous remercie pour vos réponses. Et je vous remercie, vous, de nous avoir regardés sur 1626 Média. On se dit à une prochaine fois dans une prochaine vidéo.